dos, tres, cuatro, clap. Bon, bonjour à tous et bienvenue au Sursaut. Bon, on continue. Moi, je vais retourner sur des choses beaucoup plus historiques, mais on flirtera quand même avec la philosophie et la théologie. Surtout époque moderne, un peu médiévale pour certaines notions, mais bon, il va y avoir beaucoup de... C'est vraiment une exposition que je vais vous faire, c'est quelque chose que j'ai croisé durant mes recherches, mais ça va être quelque chose de clos, d'ailleurs sur une très courte période. Il y aura beaucoup de définitions, mais mon travail historique en somme, rien de foufou. Donc mon intervention va porter sur la théorie politique de la Ligue, notamment la théorie contractualiste de la Ligue, durant les guerres de religion. Les guerres de religion, très vite, c'est une série de conflits entre 1562 et 1598, 8 conflits durant 38 ans. Et moi, je vais m'occuper d'une période très courte entre 1588 et 1589. Je vais vous dire pourquoi, et surtout sur la théorie de la Ligue et la théorie à travers un de ces théoriciens qui est Jean Boucher, que je vais présenter plus tard, mais qui est un curé qui par ailleurs est un théoricien politique, mais un théoricien politique pour la Ligue en tant qu'organisation. Il n'écrit jamais en son nom, mais je reviendrai là-dessus. Quoi d'autre? Oui, ça va être très général ce que je vais vous faire. Parce que la théorie politique de la Ligue, on pourrait en faire des thèses et des thèses. Là, c'est vraiment un point très particulier. Et en fait, j'ai tenu à aborder ça parce que dans les programmes d'histoire, que ce soit au collège, je ne dis pas ça, mais au lycée ou à l'université, la Ligue, on voit ça comme une bande de fanatiques qui, dans les années 1580, ont essayé ou plutôt ont tué Henri III et étaient des catholiques complètement fous qui voulaient avoir une France purement catholique, tuer tous les protestants et voilà. Et je pense que c'est dû déjà à une vision téléologique qu'on aurait de la Ligue sont des fous, ils ont perdu, et d'ailleurs vive le bon Henri IV, et ils l'ont tué, et vraiment, quel dommage. Mais aussi au fait que les auteurs de leur temps, ou plutôt juste après, début XVIIe, notamment un Écossais qui s'appelle William Barclay, et un Français qui s'appelle Jacques-Auguste de Thou, qui sont des historiens juristes, ont dans leurs écrits, donc vraiment 20 ans après les guerres de religion, on dit vertement dans leurs écrits la théorie de la Ligue c'est ça, et c'est tous des fous, des fanatiques. Et il cite toujours le nom de Jean Boucher pour dire, d'ailleurs le pire c'est Jean Boucher, c'est un malade. Et ils avaient derrière eux les deux exemples de Henri IV et Henri III qui ont tous les deux été assassinés. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les deux assassinats de rois les plus connus sont à peu près 10 ans d'écart, et qui étaient pendant les guerres de religion et juste après, dans une période qu'on peut considérer comme une sorte de longue guerre de religion, puisque certains historiens considèrent que les guerres de religion se finissent en 1629 après l'édit de grâce de la paix d'Alès. Et en fait, les études actuelles se basent surtout sur des études du XIXe siècle, qui sont des études qui se basent sur ce que ces auteurs ont dit de la Ligue, et qui ne se basent pas sur les écrits de la Ligue elle-même. Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu un ouvrage d'un monsieur qui s'appelle Cornel Zierlein, qui est un chercheur allemand à l'université de la Ruhr à Bochum, qui a écrit un livre qu'il a écrit durant le moment où il a été chercheur associé à Harvard. En fait, il a écrit une thèse très intéressante sur l'écho des guerres de religion en Italie et en Espagne et en Allemagne. Et en 2000, à Bruxelles, il a trouvé un exemplaire d'un ouvrage de Boucher, que je vais vous présenter juste après, qui n'a jamais été étudié avant, ou qui n'a jamais été étudié dans le texte. Parce qu'on les pensait tous perdus, et parce que ces ouvrages, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas m'aventurer, ne sont pas imprimés tous de la même façon. Il y a des différences dans les chapitrages, dans le titre, donc c'est un peu bizarre. Et dans un coin de sa tête, il s'est dit, bon, plus tard, quand je serai installé, je ferai un truc dessus. Et dans son ouvrage, il le dit, il dit, j'étais venu à Harvard pour écrire un truc, il avait fini, il me restait 6 mois, je vais faire ça. Et il a fait un travail très intéressant dans un livre que je cite, qui s'appelle The Political Thought of the French League and Rome, dans lequel il étudie justement Jean Boucher et ses liens avec Rome. Donc ma présentation va être beaucoup basée dessus, sur d'autres choses aussi, je ne vais pas vous faire un plagiat, vous inquiétez pas. Mais je tiens à le citer parce que vraiment c'est un travail
assez incroyable. Bon, en anglais assez complexe, mêlé de latin, mais vraiment, si vous voulez vous plonger dedans, je pense que ça va intéresser pas grand monde ici, mais je vous le dis. Et donc, pour le petit contexte historique, il y a un seul historien ici, donc je vais vous la faire courte. Euh, Le voilà. À partir de 1584, il y a une très grave crise dans le royaume de France, on est déjà en pleine guerre de religion, mais le frère du roi, le duc d'Alençon, meurt de la tuberculose le 10 juin. Et il se trouve que ce duc d'Alençon est le seul héritier du roi Henri III, parce que Henri III n'a pas d'héritier mâle, et ni lui ni aucun de ses frères, donc le duc d'Alençon qui est mort et Charles IX et François II, n'avaient d'héritier mâle non plus. Et ce qui se passe, c'est que pour des raisons euh, de dévolution de la couronne à un homme du fait de la loi salique, l'héritier serait Henri de Navarre, donc celui qu'on connaîtra après comme Henri IV, mais qui à l'époque est le chef du parti protestant. Ce qui fait que l'héritier du roi de France est un protestant, plus un protestant relapse. Alors, en termes religieux, un relapse, c'est quelqu'un qui est retombé dans son erreur. Parce que Henri IV s'était converti au catholicisme après les événements de la Saint-Barthélemy, et lorsqu'il a réussi à s'enfuir de la cour en 1576, il est retourné chez lui en Navarre, et il s'est remis, il est rentré dans la foi calviniste. Et c'est un relapse, ce qui fait que pour beaucoup de catholiques, en fait, un relapse est pire que quelqu'un qui est né huguenot, parce que quand on est huguenot, on ne connaît pas la vérité, et si on la connaît, on y reste. Sauf que lui savait la vérité du catholicisme, et il est retombé dans son erreur de calviniste. Et là, c'est bon, c'est un peu les mêmes pardon. C'est un peu les mêmes choses qu'on verra en Espagne sur les conversos qui en fait sont restés musulmans, restés juifs, alors qu'ils connaissaient la vérité du catholicisme. C'est un peu la même chose. D'ailleurs, c'est un peu dans le même moment. Et à ce moment-là, les nobles catholiques, notamment la famille de Guise, que vous connaissez nécessairement de nom, se disent eh ben, on va reformer la Ligue. Et là, on rentre dans un problème, c'est qu'est-ce que la Ligue? Parce que la Ligue, dans la guerre de religion, ça désigne au moins trois choses. La première, c'est une ligue qui s'appelle la Ligue de Péronne, qui est développée à partir de 1576. Et c'est après l'édit de Beaulieu, qui est un édit qui est édicté par le roi Henri III à la suite d'une guerre de religion, durant lesquelles il a été obligé d'agréer à certaines capitulations huguenotes, dans lesquelles il donne beaucoup de droits donc de droits aux huguenots et notamment des places fortes. Des places fortes sont des endroits dans le royaume où on dit aux huguenots vous pouvez faire ce que vous voulez là-dedans, donc notamment célébrer le culte, qui sont baillées, donc prêtées pour 6 ans. Sauf que dans ces places qui sont baillées, il y en a dans le nord de la France. Au nord de la France, à l'époque, on a l'Espagne qui est aux Pays-Bas. Et l'Espagne aux Pays-Bas est en train de faire la guerre, une guerre civile, contre ce qui deviendra les Provinces-Unies, qui est aujourd'hui les Pays-Bas, euh, depuis 1566, donc depuis 10 ans. Les nobles catholiques se disent, on va pas faire ça parce que dans leur esprit, et on n'a pas de texte qui prouve ça, mais c'est vraiment les nobles gouverneurs catholiques qui disent, si on fait ça, les calvinistes vont aller aider les calvinistes des Pays-Bas qui sont en pleine révolution, et donc potentiellement la guerre va venir en France. Et en plus, on ne veut pas que les calvinistes gagnent parce que ça reste des calvinistes. Et donc, il y a beaucoup de gouverneurs qui se lient autour du gouverneur de la Ligue de Péronne, d'où le nom de Ligue de Péronne, qui forment une première ligue pour dire eh ben, on refuse de bailler nos villes aux protestants. Et cette ligue reste en constitution, oui, reste constituée, jusqu'en 1980, lorsqu'il y a d'autres édits et d'autres traités qui viennent et qui donnent un peu moins de droits aux protestants, et notamment ces villes restent catholiques. Et en 1584-85, les Guises se disent on va faire renaître cette ligue. Et là, ça va être une ligue qui va être avec l'étranger, avec l'homme le plus puissant de l'époque, qui est Philippe II, le roi d'Espagne. Juste pour vous donner en fait une perspective historique, le roi d'Espagne à l'époque est roi d'Espagne, il est roi du royaume de Naples, donc il y a les Pays-Bas qui sont au nord de la France. Il est allié au royaume de Savoie et à la Franche-Comté, et il a toutes les possessions de ce qu'on appelle le Nouveau Monde. Donc la France est entourée d'Espagnols, et c'est à peu près les États-Unis d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une superpuissance, on n'a pas idée à quel point l'espagnol, qu'on disait à l'époque, faisait peur aux Français.
Et il y a un traité, qui est un traité un peu mystérieux, qui s'appelle le traité de Joinville, donc qui date de début 85, où le roi d'Espagne et les Guises se prêtent mutuellement assistance. Le roi d'Espagne dit « Je vais donner 100 000 écus par an à la Ligue pour bouter le calvinisme hors de France. » Et en échange, les ligueurs, donc les Guises, il y a 3 frères de Guise, le duc de Guise, Henri de Guise qui est le plus connu, le cardinal de Guise, Louis de Guise, et Charles de Mayenne, qui est le troisième. En échange, les Guises devront instaurer le catholicisme en France, faire en sorte qu'il n'y ait que du catholicisme, sous-entendu les Huguenots, on ne sait pas ce qui se passe, mais ils ne sont plus là, et surtout faire appliquer les décrets du Concile de Trente, qui en ce moment est en train de prendre place, parce que jusque-là, pour des raisons gallicanes, qui est quelque chose sur lequel je reviendrai après, les rois de France ont toujours dit non, je préfère pas. Et en mars 85, il y a une déclaration qui est proclamée par les Guises, qui est une déclaration de Péronne. Donc c'est pour garder cette filiation avec la première ligue de Péronne, où les Guises disent eh ben, on reforme une ligue et ils rentrent directement en guerre contre le pouvoir royal. Et ça, c'est la 8e guerre de religion qui va durer de 85 à la fin des guerres de religion, donc en 98. C'est la plus longue et la plus sanglante des guerres de religion. En même temps, se forme une ligue qu'on appelle une ligue parisienne. La ligue parisienne se forme à Paris autour d'un certain nombre d'ecclésiastiques, notamment donc 3 que je vais vous citer, Charles Hautsmann, Mathieu Delaunay et surtout notre sujet Jean Boucher, où ce sont des théologiens qui sont en même temps des curés ou qui ont des fonctions administratives ou de pouvoir dans l'Église au sein de Paris. Donc, ils soit sont curés, donc ils ont une cure, c'est la puissance administrative et spirituelle au sein d'une section administrative donc de Paris, ou alors ce sont des chanoines. Et ces gens-là se disent on va prendre des gens d'importance dans Paris pour le jour où les Parisiens se soulèveront contre Henri III et restaureront le catholicisme. Et ben, Paris sera dirigé par des catholiques, des ligueurs. Et ces gens-là, les chefs se font appeler les 16, parce qu'à l'époque, le découpage de Paris est fait en 16 quartiers, un peu comme les arrondissements actuels. Mais donc, depuis tout à l'heure, je vous en parle, mais qui est ce Jean Boucher? Très bonne question, merci. C'est un homme qui est né en 1950. Il a une formation humaniste et au départ, il enseigne les lettres et la philosophie à l'université de Reims. Il est docteur en théologie, il est même recteur de la Sorbonne à partir de 1580. Donc c'est quelqu'un de très important. Et c'est quelqu'un aussi qui fait partie de ceux qui, à partir de 1585-87, commencent à avoir des discours extrêmement belliqueux à l'encontre du pouvoir royal, à tel point que dans les années 87-88, il a plusieurs entrevues avec le roi Henri III lui-même, qui lui dit plus ou moins de se calmer. Et il a aussi, Henri III fait aussi venir au Louvre des membres des États généraux et du clergé de Paris, en leur demandant ce qu'il peut faire pour faire en sorte que Jean Boucher arrête de prêcher. Sauf qu'évidemment, il n'a pas de solution, et donc il laisse ce fanatique, on pourrait dire aujourd'hui c'est un fanatique, dire tout ce qu'il veut à Paris. Et il va prendre une grande part dans les événements de 1588, et notamment la journée des barricades. La journée des barricades, c'est quelque chose d'assez bizarre qui s'est passé en mai 88. C'est un peu comme la Saint-Barthélemy dans la mesure où il y a un problème de foule populaire qu'on ne connaît pas très bien, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que le roi était dans Paris et son principal conseiller, qui est d'Épinay, est parti avec le plus gros de sa garde. Et le roi a peur qu'il y ait un coup de force et il fait rentrer dans la ville 4000 gardes suisses qui étaient dans les faubourgs de Paris. Les faubourgs, c'est plus ou moins la banlieue. Et à ce moment-là, les Parisiens se rebellent et Henri III doit fuir. Donc c'est l'humiliation la plus totale. Il fuit à Chartres, il ne reviendra jamais à Paris de sa vie. Et Chartres est laissé aux mains de ces fameux 16. Et à partir de ce moment-là, Henri III va d'humiliation en humiliation,
parce qu'en juillet, il signe un édit qui s'appelle l'édit de l'Union, où il doit reconnaître des capitulations absolument aberrantes aux ligueuses, notamment le fait que le catholicisme est religion d'État, qu'il va faire appliquer les fameux décrets du Concile de Trente, et où il s'oblige à réaliser une demande des ligueurs qui est là depuis 1585, qui est de tenir des États généraux qui s'ouvrent à Blois en octobre 88. Et durant ces États généraux, le duc de Guise fait subir au roi plusieurs humiliations, dont l'une dès le discours d'introduction, où il demande à ce qu'une phrase ne soit pas écrite dans le compte-rendu de ce discours parce qu'elle va à l'encontre des Guises. Ce qui est à peu près le crime de lèse-majesté le plus patent qu'on puisse faire, sauf que ce type est tellement puissant et il a tellement de pouvoir auprès des autres députés que le roi est obligé d'obtempérer. Et en octobre-novembre, Henri III est avec ses conseillers et il prend une décision qui est de tuer, de faire assassiner le duc de Guise et son frère Louis de Guise. C'est ce qu'un historien qui s'appelle Yves-Marie Bercé appelle un coup de majesté, parce qu'en fait, le roi, sous l'Ancien Régime, tout comme d'ailleurs, bon, c'est pas une monarchie présidentielle, mais presque, aujourd'hui en France, le président a toujours des pouvoirs qu'on appelle discrétionnaires, donc il peut prendre des décisions dans un certain secret, avec certaines personnes au courant, et un jour, ça éclate, et notamment lorsqu'il fait apparaître un édit ou des choses législatives extrêmement importantes. Mais un coup de majesté, c'est lorsque le souverain opère en dehors du droit. C'est lorsqu'il se dit, la situation est tellement désespérée, et souvent c'est au nom de quelque chose qui est en train de se développer, qui est la raison d'État, qu'il faut prendre des mesures en dehors de ce qu'il lui est possible de faire. Et là, les 23 et 24 décembre 1588, il fait venir le duc de Guise et Louis de Guise à Paris, il les fait tuer, et après, pour une anecdote très ragoûtante, il fait découper leurs cadavres, il les fait brûler, pour ne pas qu'ils deviennent des reliques. Et lui se dit que ça va lui permettre de reprendre le contrôle sur le royaume et sur les États généraux qui est en train de dégénérer. Sauf que l'effet est totalement inverse. C'est-à-dire que les États généraux déclarent que Henri III a bafoué leur légitimité, leur souveraineté, et Paris se soulève. À tel point que le 7 janvier 1589, les théologiens de la Sorbonne se réunissent parce que 3 de leurs membres, dont notre Jean Boucher, ont posé 2 questions à l'Assemblée qu'il leur semblait important de débattre. La première est: est-ce que le peuple est toujours lié à un serment de fidélité et d'obéissance au roi? Et la deuxième est: s'il ne l'est plus, est-ce que le peuple a le droit de lever des armes, des hommes et de l'argent pour faire la guerre à ce roi? La réponse est limpide: non, le peuple n'est plus lié par le serment de fidélité et d'obéissance, et oui, on peut faire la guerre au roi par jure, parce qu'il a bafoué les légitimités des États généraux. Cette déclaration est envoyée directement à Rome. Elle est envoyée à Rome parce que les théologiens de la Sorbonne veulent l'appui du pape. Ils veulent l'appui du pape, pourquoi? Parce que Jean Boucher va être très important dans cette procédure. Ils veulent démontrer que le roi de France a été excommunié ipso facto et ipso iure, ce qui veut dire de fait et de droit, au moment même où il a dit « il faut tuer le duc de Guise et son frère ». Parce que le duc de Guise est un défenseur de la foi catholique, et surtout son frère Louis de Guise est ce qu'on appelle un prince de l'Église, parce qu'il est cardinal. Le pape Sixte Quint crée une congrégation spéciale pour les affaires françaises, qui est le seul endroit à Rome où les questions françaises, et donc les questions notamment de la possible excommunication ou pas d'Henri III, mais autour de tous les problèmes religieux en France à ce moment-là, sont débattus. Et les ligueurs sont un peu en attente. Et surtout, en fait, certains se disent que la déclaration, qui est une déclaration très courte, qui fait une page, peut-être un peu trop courte. Et entre janvier et mars, un ouvrage est rédigé, et en mars, il arrive à Rome.
il est envoyé par un homme qui s'appelle, il est envoyé par un homme qui s'appelle Tsar Coquelet, qui réussit à se faire recevoir par le pape et qui lui donne cet ouvrage qui est directement lu par le pape et la Congrégation française. Cet ouvrage s'appelle, en français, De la juste défection du peuple français d'Henri III. En anglais, Le Dédéfectionné, de Louis Boucher. De Jean Boucher. Il y a un débat théologique qui s'instaure à Rome entre les envoyés ligueurs et les théologiens du pape, qui sont les théologiens de cette congrégation, plus quelques-uns, notamment un qui deviendra très connu par la suite, qui est Robert Bellarmin, qui est la question de est-ce que le souverain est excommunié, et surtout, est-ce que le pape peut excommunier un souverain? C'est une question qui rejoint un problème qui est le problème de la potestas indirecta du pape. C'est-à-dire qu'en fait, en temps normal, le pape est un souverain de pouvoir religieux, pas temporel. Et il peut faire des remarques que l'on qualifie de fraternelles au souverain temporel. Dire fais attention, ta politique est peut-être pas assez religieuse ou un peu trop, quoi que ce soit. Mais le pouvoir du pape est aussi de faire en sorte que les pouvoirs politiques aillent vers l'établissement d'un royaume chrétien sur terre. Et donc, c'est une sorte de guide. Et s'il peut démettre un souverain de ses fonctions en l'excommuniant, ce n'est pas en tant que souverain, c'est en tant que chef du monde et des croyants et du monde chrétien. Et donc, c'est plus une question de va-où vers la politique que réellement de décision politique. Et donc, il y a 6 mois de débat, et en mai 89, le pape et la Congrégation des Affaires françaises décident que non, Henri III n'est pas excommunié, comme le dit la Ligue, et surtout n'a pas été excommunié ipso facto ipso iure, juste après cette décision de faire tuer les 2 frères de Guise. Donc la décision est prise le 5 mai, le 6 mai les ligueurs sont prévenus, et le 12 mai le diplôme est délivré. Et si c'est une opposition directe à la doctrine des ligueurs, le pape met quand même en garde Henri III et fait publier un monitorum, donc fin mai 89, qui menace Henri III d'excommunication à cause de sa politique et pas nécessairement à cause de cette décision vis-à-vis des Guises. C'est un tout politique et religieux. Mais donc cette pensée politique de la Ligue qui est développée à partir de 1988, c'est une pensée qu'on peut caractériser de monarchomaque ou de tyrannomaque. C'est-à-dire que pour les ligueurs, le pape a certains devoirs, et notamment le devoir de protéger la religion, et s'il ne les respecte pas, alors il est légitime de combattre ce pouvoir, et en l'occurrence le souverain Henri III. Et en fait, cette pensée politique peut être approchée de celle des calvinistes, parce que les calvinistes développaient la même théorie 10 ans auparavant, après la Saint-Barthélemy, sauf que l'argument était un argument de protection politique des sujets, pas de protection de la religion. Et l'une des grandes théories, justement, qui est une théorie qui a participé du fait que les penseurs de la Ligue étaient un peu regardés comme des fanatiques pas réellement intéressants, c'est qu'on les taxait de plagieurs. On les taxait de plagieurs, et l'argument, en fait, est un argument purement temporel, de dire les calvinistes ont développé ça 1 an auparavant, 10 ans auparavant, c'est que les ligueurs ont forcément copié dessus. Et en plus, il y a des arguments qui étaient repris. Le problème dans cette hypothèse, c'est la nature des arguments. La nature des arguments repris, que les ligueurs reprennent des calvinistes, sont des arguments tirés de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, autorité catholique scolastique, que les huguenots reprennent. Sauf qu'ils le reprennent sans citer Thomas d'Aquin. Et notamment, il y a un passage qui est un passage explicite où Thomas cite le prophète Ézéchiel sur une thématique très connue du berger et du troupeau, où le berger doit mener le troupeau, mais le berger n'existe pas sans le troupeau, qui est pris dans Théodore de Bèze et qui est repris dans Jean Boucher. Sauf que Jean Boucher sait que c'est thomiste. Et Bèze aussi sait que c'est thomiste, mais il ne le dit pas. Donc en fait, on peut même faire l'argument inverse, de dire que ce sont les calvinistes qui ont pris des arguments catholiques sans le dire, et qui ont plagié les auteurs catholiques. Ça, c'est un aparté, mais qui est quand même très intéressant, et qui
qui est pointé depuis quelque temps, depuis que Quentin Skinner l'a pointé dans les fondements de la pensée politique moderne, et que Cornelius Verlaine reprend. Ça, c'est un aparté. Les sources de la pensée politique d'Heidegger, on peut les classer en 3 parties. La première, c'est une pensée thomisto-salamanquiste. Thomisto-salamanquiste, c'est donc Thomas d'Aquin et l'un de ses élèves qui est Ptolémée de Luc, qui est un de ses élèves à Paris et qui l'a suivi jusqu'à la mort de Thomas, qui est celui qu'on qualifie du plus républicain des thomistes. Parce que c'est quelqu'un qui rejette la monarchie et la dictature et qui est plus pour une république et qui prend toujours comme analogie l'Empire romain, qui est un empire de despotes et de tyrans, alors que la République, c'était bien mieux. Et salamanquiste, c'est l'école de Salamanque. L'école de Salamanque est une école qui naît au début du XVIe siècle, après la découverte du Nouveau Monde, qui, sur des bases thomistes, essaye de développer une morale, un droit et une politique basés sûrement sur les lumières de la raison et non plus sur des spéculations religieuses, qui est développée dans l'école de Salamanque, l'université de Salamanque qui est en Espagne, autour d'un théologien qui s'appelle Francisco de Vitoria. Et c'est quelque chose qui, à l'époque, est très en vogue, mais qui va être un peu tourmenté dans les années qui vont venir, parce qu'il pose une différenciation du politique et du religieux qui, en fait, a pour vocation de contrôler le religieux et qui sera excommunié par la suite par l'Église, mais ça, c'est un autre problème. Leur deuxième source est une source juridique, notamment du droit canon et du droit conciliaire. Le droit canon, c'est plus ou moins le droit qui régit l'Église et les croyants. Et le droit conciliaire, c'est une théorie juridique qu'on peut qualifier de conciliarisme, qui pose qu'en fait, lors des conciles, qui sont en fait les réunions des archevêques et des évêques, typiquement Concile de Trente, qui se tient à ce moment-là, les décrets des conciles ont plus de pouvoir que les décrets du pape, parce que dans la vision de ces gens-là, Jésus a pensé l'Église non pas comme une monarchie du pape, mais comme une sorte d'aristocratie des évêques. Et donc les décisions des conciles qui limitent le pouvoir du pape sont plus importantes que le pouvoir du pape lui-même. Et au-delà de ça, on a du droit, donc dans la troisième partie, c'est plus du droit des coutumes et de l'humanisme, tiré notamment de Thomas More et d'Erasme. Et à partir du moment où Rome va se distancier d'Heidegger, donc à partir de mai 89, ils vont aussi tirer des arguments d'auteurs soit considérés comme hérétiques, soit considérés comme, soit dont les ouvrages sont à l'index, et notamment les hérétiques, le plus important est George Buchanan, qui est un juriste calviniste, ou très proche de la pensée calviniste écossais, évidemment Jean Bodin, dans les livres de la République, qui sont mis à l'index dès les années 1580. Et donc la pensée politique des Heidegger, qui était considérée pendant longtemps comme une pensée ultra-catholique et ultra-conservatrice, est en fait plus thomisto-salamanquiste, donc c'est un terme un peu barbare que j'ai utilisé, que je tire de Zierlein, qui n'est pas, comment dire, qui est une sorte de néologisme, et surtout gallicane. Le gallicanisme, c'est un ensemble de faits et de lois qui sont en France depuis le XIVe siècle sous différentes formes, qui participent de la vocation de l'Église de France, sous l'égide du roi de France, à se différencier et surtout à être autonome de Rome. Et le roi de France va être le chef de l'Église de France et ne pas répondre au commandement du pape, mais pouvoir diriger son Église lui-même. Et à partir de ces éléments-là, on voit qu'en fait la pensée de la Ligue est plus tournée vers une indépendance du clergé français vis-à-vis de Rome et du roi de France, qui est Henri III, pour placer à la tête du royaume un roi de France catholique. Et c'est une tentative de création et de sécession d'un État au sein d'un État. Et donc en août 89, paraît un autre ouvrage de la Ligue, mais qui est écrit par Jean Boucher, dont le titre latin est De Justa Enrici Tertii Abdicatione, donc de la juste abdication d'Henri III, qui est un ouvrage qui est le premier dans cette longue période des guerres de religion
a abordé la question, ou abordé très ouvertement la question du tyrannicide. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise une méthode qui est la même que Grotius un siècle plus tard, un peu moins d'un siècle, qui est qu'il cite des auteurs médiévaux et antiques, je ne vous fais pas la liste parce qu'elle est assez longue, pas pour donner des exemples de potentielles théories du tyrannicide, mais pour essayer de montrer qu'il existe une norme juridique universelle autorisant le tyrannicide. D'ailleurs, petit aparté, le terme de tyrannicide est un peu complexe parce que quand on dit tyrannicide, c'est qu'on admet que la personne qu'on veut tuer est un tyran. Donc typiquement, si on dit le tyrannicide d'Henri III, c'est qu'on admet que Henri III est un tyran. Vous verrez plus le terme de régicide, qui est le tueur de roi. Donc ça, c'est un problème de vocabulaire qui n'est pas un problème qui est assez important. Et si vous dites tyrannicide, il faut le dire du point de vue historique, si on parle justement des auteurs ligueurs qui parlent d'Henri III. Mais dans les ouvrages d'histoire, vous verrez le régicide de. Et autre aparté, le terme de régicide est à la fois la personne qui tue et l'acte de tuer. Donc Jacques Clément est un régicide qui commet un régicide. Le problème du tyrannicide est un problème qui est très fréquent et qui est tout à fait normal en théologie au XVIe siècle, parce qu'il y a beaucoup d'exemples de tyrannicide dans la Bible. Le plus connu, c'est Judith qui tue Holoferne, et à partir du XIVe siècle, deux penseurs qui sont Thomas d'Aquin et surtout Jean de Salisbury vont commencer à différencier les tyrans. Il y a deux tyrans, le tyran d'exercice et le tyran d'usurpation. Le tyran d'exercice est le souverain légitime qui exerce son pouvoir de façon tyrannique. Le tyran d'usurpation est la personne qui n'est pas souveraine, qui a pris le pouvoir et qui l'exerce de façon tyrannique. Le problème du tyran d'usurpation n'est pas un problème parce qu'on peut le tuer, parce que, comme le dit Jean Boucher, c'est comme tuer un voleur qui arrive chez soi en pleine nuit. On peut le faire très tranquillement. Le problème du tyran d'exercice est beaucoup plus complexe parce qu'il reste le souverain légitime. Et jusqu'au XVIe siècle, les gens sont un peu embarrassés. Typiquement, Thomas d'Aquin préfère une résistance légale par des magistrats qualifiés. Au XVIe siècle, ça revient en force, et notamment avec Jean Bodin, qui, comme il pose une souveraineté absolue, dit que le tyrannicide est absolument impossible, puisque le souverain est nécessairement légitime. Dans la pensée contractualiste, notamment celle des ligueurs, le tyrannicide est en théorie possible, parce que si on enlève la souveraineté au tyran, au souverain qui devient tyran parce qu'il ne respecte plus ses devoirs, alors il devient potentiellement soit un homme comme les autres, soit du moins quelqu'un qui est dépossédé de la souveraineté. Et dans la théorie ligueuse, il y a deux possibilités de tuer le tyran, ou plutôt d'enlever la souveraineté au souverain devenu tyran. La première, c'est si le pape, à travers sa potestas indirecta, s'il ne protège pas la religion catholique dans son royaume. Et la deuxième, c'est une manière politique, si le souverain ne respecte pas la souveraineté des États généraux. Bon, évidemment, les deux qui sont écrits au même moment que les deux ouvrages de Jean Boucher parlent explicitement d'Henri III, et Jean Boucher intègre bien ça dans l'ouvrage 1289. Parce que dans la troisième partie de son De Defectione, il consacre une partie directe à ce qu'il appelle l'action directe. L'action directe, il la base sur une notion qui est une notion qu'on retrouve en scolastique, qui est la notion de notoriété du fait et notoriété du crime. Notoriété du fait, c'est savoir si la loi qui interdit ce qu'on a fait est connue de tous. Typiquement, tuer quelqu'un, tout le monde sait que dans la loi c'est interdit. Et après, notoriété du crime. Est-ce que tout le monde sait si le crime a bien été commis ou pas? Pour Jean Boucher, le crime est tellement connu et la loi est tellement connue de même qu'une action directe est possible. Et en cela, il brise le principe, parce que dans ce principe, juridico-philosophique, il faut d'abord passer par un juge, certes exceptionnel, mais tout de même. Et là,
Jean Boucher dit, mais en fait, le crime est tellement grave qu'on peut s'attendre à d'autres crimes d'Henri III vis-à-vis des églises et des États généraux. Et c'est pour ça qu'il dit qu'une action qu'il appelle directe est nécessaire. Par direct, tout le monde comprend à cette époque-là que c'est le meurtre d'Henri III. Et cet appel sera répondu par un... cet appel sera répondu, c'est pas français du tout. Donc celui qui répondra à l'appel sera Jacques Clément, en août 89. Depuis avril 89, Henri III et Henri de Navarre, depuis la rencontre Duplessis-les Tours, sont alliés, et l'armée des deux Henri monte vers Paris, qui est assiégée en août 89. Et les prêches au sein de Paris, notamment de Jean Boucher, se font de plus en plus apocalyptiques, parce que tout le monde a peur de mourir, et si les sujets d'un souverain qui est hérétique meurent, eh bien ils vont nécessairement en enfer, parce qu'ils ont obéi à une autorité qui est hérétique et non pas chrétienne. Et dans cette ambiance apocalyptique, de folie religieuse, de fanatisme peut-être, un jeune prieur du couvent dominicain de la rue Saint-Jacques, qui est Jacques Clément, qui, on le dira après, mais c'est peut-être faux, était le moins doué intellectuellement de son couvent, on peut en douter, comme on peut ne pas en douter, personne ne sait la vérité, puisque c'est quelque chose qui est postérieur par le fameux Jacques-Auguste de Thou, arrive à sortir de Paris pour aller à Saint-Cloud, où les armées royales et surtout l'état-major est réuni. Et grâce à 2 lettres qu'il a obtenues de 2 soutiens du roi en prison, sous le prétexte d'aller donner des renseignements sur la Ligue au roi, il réussit à voir le roi Henri III, et le 1er août 89, il poignarde le roi Henri III, avant de se faire lui-même tuer, et le 2 août, le roi meurt. Donc c'est un régicide que lui qualifie de tyrannicide, et Jacques Clément est accueilli comme un martyr à Paris, et il est glorifié par la Ligue. Et ce qui est intéressant, c'est que l'un des arguments des détracteurs de la Ligue est de dire le 2e ouvrage d'août 89 de Jean Boucher est un ouvrage qui n'a été écrit seulement pour légitimer l'acte de Jean Boucher, de Jacques Clément. Or, toute l'armature de l'ouvrage a été écrite bien avant. Et ça se voit parce que les seuls développements sur l'acte de Jacques Clément se font en introduction et conclusion. C'est plus ou moins sur le thème de « je dis qu'il faut faire ça, et d'ailleurs, un homme saint l'a fait ». Mais lisez quand même mon livre, c'est très bien. Et de même, ce qui est intéressant, c'est que lorsque les détracteurs de la Ligue nomment quelqu'un, ils disent « ce sont les ouvrages de Jean Boucher ». Or, il n'est jamais écrit qu'ils ont été écrits par Jean Boucher. On sait que Jean Boucher les a écrits, mais il les a écrits au nom de la Ligue en tant qu'institution. Donc en fait, c'est la même chose que s'il y a un rapport qui est fait aujourd'hui au nom d'un ministère, on se fiche de qui est l'auteur. Et bien là, c'est la même chose. Et pourtant, les détracteurs de la Ligue cherchent justement à incriminer Jean Boucher en disant c'est la faute de ce théoricien-là. Alors que c'est un problème institutionnel. Parce que la Ligue se voulait vraiment comme voulant instaurer une nouvelle constitution, et ce juriste-là, ce théologien, devait être le scribe de cette nouvelle constitution, de ces nouvelles juridictions. Et en fait, cette succession d'événements, du meurtre des Guises au meurtre d'Henri III, est assez unique dans l'histoire européenne, parce qu'on a quand même, en l'espace de 6 mois, un souverain désigné comme un tyran, un tyrannicide qui est légitimé, une tentative légitime de changement de constitution au sein même d'un État, et un souverain qui est assassiné. Et de même, les écrits qui sont occasionnés par ces conjonctures historiques, qui sont donc une tentative de légitimation de la déposition d'un souverain, la légitimation de son meurtre et un changement de constitution pour le royaume de France, sont jusque-là des choses qui n'ont jamais été vues en Europe. Et pourtant, au XVIe siècle, qui est un siècle de contestation et d'appel à la révolte, on a des textes, notamment dans le Saint-Empire romain germanique et aux Pays-Bas en révolte contre l'Espagne, qui appellent à se révolter dans le Saint-Empire contre l'empereur Charles Quint dans les années 1520 et contre Philippe II aux Provinces-Unies. Mais ce n'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas d'appel au tyrannicide.
et dans les tentatives de tyrannicide, qu'ils appellent tentatives de tyrannicide, mais qui sont des attentats, soit en 1594, Jean Chastel contre Henri IV, soit 1610, Ravaillac qui tue Henri IV, ou alors la fameuse conspiration des poudres en Angleterre en 1605. C'est de même très différent parce qu'il n'y a pas de tentative de sécession d'un État dans l'État. C'est des actes isolés qu'on attribue à des fous, sans doute pas, où on prend une figure, en l'occurrence Guy Fawkes en Angleterre, Ravaillac ou Jean Chastel en France, et on pointe le fou. C'est un fait parce que les rois meurent, mais la monarchie ne change pas en France. On peut seulement voir des ressemblances avec des choses qui se passeront ultérieurement. 50 ans après la conspiration des poudres, il y a la glorieuse révolution d'Angleterre, la première révolution, pas la glorieuse, et notamment la décapitation de Charles Ier en 1649. En France, évidemment, il y a la Révolution française. Et dans une moindre mesure, la tentative de révolution qu'est la Fronde en France en 1648 et la défenestration de Prague en 1618 peuvent être vues comme ça parce qu'il y avait une armature idéologique et juridique derrière qui permettait de penser que si ces choses-là avaient réussi, on aurait assisté à la même chose. Mais ce sont là, un peu des uchronies, parce que ni la Fronde, ni la défenestration de Prague n'ont donné naissance à de nouveaux États, même s'il y a eu la guerre de 30 ans après la défenestration. Après ces événements en France, la Ligue a bien essayé d'instaurer un roi, qui est Charles X. Charles X, c'est un roi qui est absolument inconnu, parce qu'il n'a jamais régné, il a été en prison pendant 1 an, et c'était en plus l'oncle de Henri de Navarre. Il était, et ça pour le coup c'est vrai, très limité intellectuellement. Il est mort dans la panique parce qu'il ne voulait pas faire de peine à son neveu. Et Henri IV n'a jamais eu de problème par rapport à lui. Et cet homme, honnêtement, en tant qu'historien, cet homme me fait de la peine. Parce que quand on lit sa biographie, cet homme a eu des honneurs ecclésiastiques pour qu'il n'ait rien à faire. Il n'a jamais siégé au conseil. La seule importance qu'il a eue dans l'histoire, il l'a gâchée en étant en prison. Et quant à notre Jean Boucher, lorsque Henri IV est rentré dans Paris, le fameux Paris vaut bien d'une messe, il a fui vers les Pays-Bas espagnols, où on lui a donné une cure, et il a continué à publier des textes contre Henri IV, contre les hérétiques, et qui ont beaucoup participé de la contre-réforme. Et il est mort en 1644, donc il a eu le temps de y avoir plein de choses, en la cathédrale de Tournai, et sa tombe a été détruite durant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà. C'était très... Merci. C'est un peu long peut-être.